Bonjour à tous et bienvenue dans 6388, votre podcast qui vous parle de création de jeux de société. Je suis Zéphiriel et bien sûr pour parler de création de jeux de société, vous le savez maintenant si vous nous écoutez depuis le premier épisode, je suis accompagné du fabuleux Théo Rivière. Salut. Salut, comment tu vas ? Bah écoute, très bien, très chaud au moment où on enregistre cette émission, mais très content d'enchaîner aussi bien les émissions avec toi et de voir que ça passe toujours aussi bien en termes de discussion et que j'apprends énormément de choses avec toi, donc je suis très content. Et toi, comment vas-tu ? Écoute, un peu pareil, je crève de chaud, mais c'est un plaisir d'enregistrer ce déjà 3e épisode en fait. Déjà, on avance petit à petit, mais on avance bien. On a encore une longue route devant nous. Pour ce 3e épisode, on avait parlé à la fin du dernier épisode, du coup, de tout ce qui était digestion et reprise des retours qu'on a eu sur le proto. Donc les retours des gens qui ont joué des gamers ou pas, du premier cercle, du deuxième cercle, des éditeurs si on a eu des premières présentations ou éditeurs ou des auteurs même. Là, le sujet sur lequel on va traiter, c'était donc les tests et le système itératif, comment arriver à quelque chose de canon. J'adore ce titre encore une fois, je trouve vraiment super. Et écoute, je te propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Ouais. On a fait nos tests. On a plein de retours partout. Tu as utilisé un très bon mot sur la fin de la 2e émission qui était, il faut digérer ces différents retours, positifs, négatifs, neutres parfois, qui sont, j'imagine, en plus les pires. Comment tu classes ces retours en fait ? Qu'est-ce que tu prends ? Qu'est-ce que tu laisses de côté ? Qu'est-ce qui te touche directement, peut-être émotionnellement ou rationnellement, je sais pas, pour te faire évoluer sur le jeu ou pas ? Par quoi tu commences ? C'est une bonne question. Je pense, moi j'ai les curseurs émotifs au niveau des retours assez hauts. Je sais qu'il y a des auteurs de jeux, alors peut-être plus habitués ou je sais pas, je pense que c'est plus une question de personnalité, qui vivent assez mieux les tests et les retours. Moi, j'ai encore parfois un peu le blues après une grosse session de test si ça s'est pas passé exactement comme je voulais, ou à l'inverse, je suis vraiment très content si ça s'est très bien passé. J'ai tendance à prendre émotionnellement les trucs assez fortement, d'où un peu cette idée de digestion. C'est-à-dire c'est important de pas faire de modifications ou de prendre de décisions importantes tout de suite après, pour moi en tout cas. C'est pas parce que j'ai fait une soirée test et qu'un proto a pas trop plu, ça s'est pas bien passé, ça a pas bien marché, que le soir en allant me coucher, faut que je me dise dans ma tête, ok, ce jeu il est mort, je le jette à la poubelle quoi. Je sais qu'il me faut au moins une bonne nuit de sommeil, un moment un peu calme pour processer un peu tout ça et revenir à un moment en me disant ok, maintenant je peux analyser quoi. Mais sur le vif, c'est un exercice que je trouve très difficile et que je fais pas très bien. Ouais, je peux comprendre ce côté un peu délicat de prendre, parce que finalement tu mets beaucoup de toi-même dans un jeu, hein, dans une création, ça vient de toi, même si t'es en co-autorat, donc c'est un peu dur, t'as toujours l'impression d'être jugé à travers ça, j'imagine. Ouais, à fond. Et c'est marrant que tu parles de co-autorat parce que c'est aussi un truc qui va avec, c'est généralement j'essaie de pas trop écrire à mon co-auteur tout de suite, ou à ma co-autrice d'ailleurs, mais de pas faire genre c'est pendant la partie, il y a un truc qui se passe pas bien, et j'envoie tout de suite un message disant les gens ils sont en train de jouer, je crois que c'est pas ouf en fait, il y a ça qui va pas. Pareil, j'essaye de prendre un peu note mentalement, parce que je prends assez peu de notes écrites dans ce contexte-là, mais de prendre un peu de note de ce qui se passe, et pareil, une fois digéré, envoyer un message disant j'ai joué hier, il s'est passé ça c'était cool, ça c'était pas cool, mais pas trop stresser mes co-auteurs ou mes co-autrices avec ce côté de je suis en plein dans l'émotion et je t'envoie un retour qui est pas terrible. Même si généralement j'envoie quand même une petite photo très vite de regarde, on est en train de jouer, c'est cool, on va passer un bon moment. Parce que c'est assez agréable dans la relation co-auteur de dire regarde, on joue à notre jeu. Oui, t'as un côté vivant qui forcément te donne envie d'être partagé sur le coup, c'est normal. Du coup, ces différents retours, est-ce qu'il pour toi il y a une façon de les classer, de les prendre en priorité ? Moi, dans mon esprit, j'aurais tendance à dire que les retours de professionnels sont à prendre un peu en priorité parce que quelqu'un qui travaille dedans, qui connaît comment fonctionnent les mécaniques et qui sait ce qui peut plaire aux clients ou pas, sont peut-être plus importants que les retours clients. Mais en fait, l'inverse est fait aussi parce que la personne qui va finalement jouer à ton jeu et l'acheter, c'est le client, c'est le joueur. Pour pas l'appeler client, ça fait très, très mercantile. Est-ce qu'il y en a un retour qui est meilleur que l'autre ? Non, pas spécialement, je pense. Ça dépend ce qu'on va regarder en fait. Notamment sur les retours, sur l'ergonomie des cartes, la réflexion du matériel, voire même si on est déjà sur cette étape-là, et elle arrive des fois un peu tôt, mais la réflexion sur ce qui est possible en termes de production dans une usine, ce qui est pas possible, est-ce que tu es allé trop loin dans le matos, ce genre de questionnement-là, un joueur lambda, il n'aura pas une bonne réflexion sur ça, voire il n'aura pas une réflexion tout court en fait. C'est assez rare que j'ai des retours de joueurs qui me disent
Ah, j'ai bien aimé, mais cette carte-là, moi, l'ergonomie, je l'aurais vue un peu autrement. Il faut peut-être un peu la faire évoluer. Mais parfois, les collègues, on va dire, ils sont peut-être trop concentrés sur cet aspect-là, voire trop concentrés soit sur l'existence du marché, soit sur un truc de comparaison. Ça peut être à la fois de ok, ton jeu pour enfants avec des catapultes, il est cool, mais en fait, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un jeu pour enfants avec des catapultes sur le marché, blablabla, il y a ça qui existe déjà, faut faire attention à ci. Et ponctuellement, c'est un moment où, en fait, je m'en fiche un peu à ce moment-là. Je suis en train de faire mon jeu, mon but c'est de faire un truc qui me plaît, auquel je m'amuse, et j'ai pas spécialement envie de réfléchir tout de suite à l'éditabilité, je sais pas si ce mot existe, dans le pire des cas, on le crée et on invente, du jeu et du proto à ce moment-là. J'ai envie de réfléchir à l'expérience de jeu, à si on s'amuse, si ça correspond à ce que j'ai envie, si ça marche. Et plus tard, quand je serai en présentation éditeur, j'aurai envie de me dire oui, je présente un truc qui est possible d'éditer. Mais parfois, en discutant trop avec des professionnels, on peut se mettre un peu des blocages qui n'ont pas forcément lieu d'être et qu'on n'aurait pas eu sur les retours des joueurs. Donc il y a un peu du bon et du mauvais des deux côtés, quoi. Et est-ce que du coup, je pense qu'on y reviendra plus tard dans une autre émission, mais je pose un peu la question, genre pour m'en souvenir et parce qu'elle m'intéresse là, parce que tu parles d'éditabilité, donc de faisabilité d'un produit. Est-ce que la question de coût direct du produit, j'imagine que tu l'as dans un coin de ta tête déjà à ce moment-là. Tu vois, là, tu parlais de Flying Goblin. Dans l'idée, quand tu sais à peu près combien coûte la production de ce type de jeu, parce qu'il faut faire une catapulte, il faut faire des meeples, il faut construire spécifiquement une boîte de jeu qui va se cadrer d'une certaine façon et ainsi de suite. Est-ce que pour toi tu l'as en tête ou alors c'est vraiment question d'éditeur plus tard et tu verras avec lui comment faire le matos, comment réduire les coûts, comment ce genre de choses? Un peu des deux, mais quand je bossais pour des éditeurs et que je faisais du sourcing, je répétais souvent aux auteurs qui étaient très stressés par ça. Parce que parfois, il y a des auteurs qui viennent en disant « Ah, j'ai réfléchi, donc j'ai mis que 25 figurines pour pas en mettre 35, parce que 35, je me suis dit que c'était trop cher, machin, poète. » Et il y a vraiment un truc de... En fait, si le jeu il est excellent, les éditeurs ils trouveront une solution pour que ce soit possible de le faire. Si demain, tu présentes un truc et que c'est le meilleur jeu du monde, mais c'est chiant, il faut 50 balles en mousse et une maracasse. Si c'est le meilleur jeu du monde et qu'il y a un potentiel de ouf, soit on trouvera une solution pour qu'il n'y ait plus besoin de 50 balles en mousse, soit on trouvera un moyen pour faire tenir 50 balles en mousse sans que ça soit très cher dans une boîte. Avec évidemment une volonté de faire attention aux extrêmes, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais du coup, je pense qu'il faut faire un jeu avec 50 balles en mousse et un maracas. Dit comme ça, c'est génial. Le challenge. Ça me fait penser à... J'ai un truc qui arrive chez Gigamic là en septembre, si tout va bien, qui s'appelle La Maison des Souris, qui est un jeu que j'ai co-designé avec Elodie Clément, et qui est un jeu sur lequel moi je me suis pris la tête sur cette question pendant longtemps, parce que c'est un jeu où il y a une lampe torche, on regarde dans une boîte qui est perforée, où sont calés des jetons, et il faut les regarder à la lumière d'une lampe torche qui est allumée pendant 30 secondes. J'ai assez mal pitché le jeu, mais il y a des infos sur internet si vous cherchez un peu. C'est un jeu pour les petits. Et dès le début, je me suis dit, ok, j'aime vraiment bien ce jeu, il est cool, mais à produire, ça va être l'enfer et on va galérer à trouver un éditeur. Mais dès qu'on l'a montré à Gigamic, qui est le premier éditeur à qui on l'a montré, ils se sont dit, ok, on aime beaucoup le truc, on a vraiment envie de le faire. On va pas s'engager et on va pas le signer avant d'avoir fait quelques démarchages auprès des usines pour s'assurer que c'est possible, mais on a vraiment envie de le faire et on est motivé, et donc on va faire en sorte de pouvoir le faire, quoi, le plus possible. On aurait pu se bloquer, tu vois, en se disant c'est pas possible, et on aurait eu l'air bête. D'accord, du coup, je vais résumer parce que je pense qu'on en reparlera plus tard encore une fois, mais tu vois, tu soulèves un point qui est super intense, c'est intéressant. C'est l'idée de se dire que quand t'es créateur, il faut pas te brider, parce que de toute façon, pour toi, il faut que ton jeu soit complet et au maximum de sa capacité, ce qui rejoint un peu ce qu'on disait dans le premier épisode, de créer ton proto au maximum possible pour qu'il ait vraiment l'intensité voulue au moment des premiers tests, quoi. 100%. D'accord. On va revenir sur la digestion des retours, parce que du coup, j'ai fait digresser un peu l'épisode. Pour toi, il n'y a pas de meilleur retour, soit du côté pro, soit du côté joueur, et ça, du coup, je l'entends plutôt bien. Au-delà d'avoir pris du recul sur ce qui a été dit, à quel moment, en fait, tu arrives à juger ce qui est... alors là, c'est très abstrait ce que je suis en train de dire, mais tu auras peut-être des idées en tête de jeu, pour donner des exemples et illustrer, mais de ce qu'il faut modifier ou pas. C'est-à-dire que un joueur qui va te dire ok, le jeu est bien, la mécanique est cool, mais moi le thème me parle pas. Si c'est un truc qui se répète, est-ce que tu es prêt à dire ok, il y a peut-être un truc à modifier dans le thème ou dans l'univers pour pouvoir accrocher un peu plus de joueurs, ou un truc pareil sur la mécanique qui dit bah l'univers est très cool, mais la mécanique je la sens pas dans cet univers. À quel moment en fait tu sens toi et tes co-auteurs, co-autrices, le fait de te dire ok, il faut changer quelque chose, voire peut-être être un peu drastique là-dessus, ou se dire non, c'est comme ça que ça doit être parce que c'est comme ça qu'on l'a imaginé. Clairement, si le retour il est fréquent et qu'il a du sens,
et d'où la digestion, parce que la première fois, on va me dire « Ah, le thème, il est pas ouf, j'ai bien aimé le jeu, mais j'aime pas trop le thème », je vais faire « Ah, ça va, quoi, moi je l'aime bien le thème, c'est bon ». Mais une fois digéré et une fois entendu plusieurs fois, ça peut me pousser à changer les choses. Et notamment, c'est bien parce que ça fait une transition vers un truc dont on voulait parler. Notamment et surtout si les joueurs m'en parlent pas directement, mais que je les vois bugger sur un truc. Parce que parfois, on apprend vachement plus dans ce que la manière dont les gens vont avoir joué et dans leur retour non verbal, plus que dans ce qu'ils vont nous débriefer à la fin de la partie. À la fois parce qu'en fait, débriefer, analyser un jeu, c'est dur. Donc des fois sur des joueurs ou même sur des pros, hein, ils ont un peu rien à dire, mais ils vont quand même dire des choses parce que t'as vécu un moment, t'as un peu envie de raconter, t'as un peu envie de donner ton avis. Mais des fois, moi je joue à un jeu et à la fin je suis genre cool, je vais passer un bon moment, je crois que je n'ai pas grand chose à dire, mais je vais me forcer un peu parce que je veux pas être celui qui a rien à dire autour de la table. Et ça, je le vis régulièrement sur les retours. Et à l'inverse, par contre, la manière dont les gens ont joué et la manière dont ils sont plantés sur des petites règles, ils ont bugué sur un effet ou ce genre de choses, ça c'est du caviar en termes de retour. Donc typiquement, même si personne m'a dit à un moment, je sais pas, ce pouvoir il a l'air trop compliqué. Si j'ai vu que les joueurs ils ont lu la carte 3 fois durant la partie et 3 fois ils m'ont dit pardon, je suis pas sûr d'avoir bien compris, est-ce que tu peux nous réexpliquer ça? Même si à la fin quand je leur dis il était pas un peu trop compliqué ce pouvoir et qu'ils me diront non ça va, on l'a bien compris. En fait, je sais qu'il faut que je le change. Oui, ce que tu disais sur l'épisode 2, effectivement, ce côté retour non verbal, et je pense que c'est vraiment le plus intéressant, en fait, parce que c'est dur de laisser un jeu vivre en proto sans être à côté, parce que tu as envie que l'expérience se passe au mieux, et du coup, tu vas malgré toi interagir sur la partie, et sur les décisions, et sur la compréhension, et sur plein de choses. Mais en vrai, comme ton jeu à la base, à la fin, il est seul, en fait, il devrait déjà être au maximum agir sans toi, en fait, sans la compréhension, au-delà de l'explication des règles, hein, ce qui est la base pour la mise en place du jeu, mais la compréhension globale du jeu en soi, c'est-à-dire que les joueurs doivent pouvoir comprendre une fois qu'ils ont fait un tour de jeu, ils doivent pouvoir répéter le processus et gérer tous les cas sans avoir besoin de quelqu'un ou sans avoir à être là pour intervenir sur une décision, sur un truc. À fond, et moi j'essaye justement dans mes tests de pas être trop présent. Si je peux, j'essaye de pas jouer avec les joueurs, notamment. Bon, des fois j'ai un peu envie parce que c'est chiant de regarder des gens jouer à un jeu, même si le jeu est cool et que j'en suis content. Des fois j'ai un peu envie de jouer, alors parfois je transgresse ça. Dans l'absolu, si je joue, j'essaye d'être le plus neutre possible. Et s'il y a des questions, j'essaye avant tout de voir si les joueurs peuvent la comprendre, trouver la réponse sans moi. Tu vois, du type ah, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Bah, je sais pas, à ton avis, est-ce que tu as le droit de faire ça? Sans aucune condescendance, hein, mais plus en disant aux joueurs, qu'est-ce qui te semble logique par rapport au jeu? Ouais, non, je peux pas le faire, je voulais juste voir si je pouvais dépasser la limite. Bah non, tu peux pas, et maintenant on l'a vu, quoi. Et laisser les joueurs un peu autonomes, c'est vraiment important pour que tes retours ils soient pas biaisés juste parce que t'étais là, et je te rejoins sur à la fin t'es pas livré avec la boîte, donc si les gens ils bug pendant tes tests, ils buggeront dans la vraie vie après quand ils l'auront acheté, quoi. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé sur un jeu, sur un proto, d'avoir imaginé une ambiance autour de la table? Je sais pas, j'imagine Flying Goblin par exemple, quand tu l'as imaginé, ok, tu t'es dit putain, ce sera fun, les gens vont lancer le truc en même temps, il y aura des rires, il y aura une ambiance cool autour de la table, et te rendre compte après les premiers protos et après vraiment les premiers tests, et je parle de tests seuls, hein, vraiment pas là où quand tu présentes et tu joues avec les gens, de voir qu'en fait l'ambiance était complètement différente, pas négativement, mais dans le sens, tiens, je m'attendais pas à ce que ce jeu amène une concentration spécifique, une stratégie ou une combativité entre les joueurs. Est-ce que tu as eu des petites surprises comme ça ou pas du tout? Tout le temps en fait. Presque, j'ai l'impression que sur chacun de mes jeux, à un moment, ça. Et j'adore cette sensation, je la trouve. C'est presque un des trucs que je préfère, mais ce moment où le jeu il dépasse un peu tes attentes et ce que tu avais imaginé et ça se passe pas comme tu avais prévu. Des fois, c'est pas bien, alors, parce que tu t'es dit, ah, je vais faire un jeu d'ambiance, on va bien rigoler autour de la table. Tu te rends compte que personne rigole vraiment et que c'est pas terrible. Et parfois, c'est à l'inverse, c'est de ouf. Je pense à. C'est parce que ça fait de ouf, alors j'ai même pas voulu faire de jeu de mots. Mais Foufoufou, c'est un bon exemple où régulièrement, là, on retravaille sur des cartes parce qu'on bosse sur une extension qui sera un standalone, donc on doit refaire un nombre vraiment important de cartes pour en tester plein. Et régulièrement, on écrit des cartes et on se dit ouais, ça on va tester, mais je pense que c'est pas marrant. Et souvent, c'est les cartes les plus drôles. Typiquement, il y a une carte dans Foufoufou qui dit à partir de maintenant, j'appelle tous les autres joueurs Monique. Quand on a écrit cette carte, on s'est dit ok, c'est super marrant sur le papier, mais en fait, quand je fais une partie de jeu, j'appelle jamais les joueurs autour de la table par leur prénom, en fait. Donc ça va rien faire, il va y avoir la carte en jeu et elle va jamais se déclencher, personne va rire et ça sera nul. Et on l'a testé en festival et je crois que c'est ma carte préférée à la fin. Parce que dès qu'elle est en jeu, tout le monde fait « Hey Monique, c'est à toi Monique !» Et bisous Monique, et on se marre vraiment. C'est un petit exemple plus qu'un jeu complet parce que globalement, ça se retourne pas non plus complètement.
Tu vois, tu doutes un peu dans quelle direction ça va prendre, et il y a des petites ou des moyennes surprises, mais c'est rare que tu t'aies dit ah, ce jeu de stratégie, et que bam, les gens ils se marrent et ils font des galipettes autour de la table. Mais tous ces petits moments-là où tu fais waouh, ça c'est plus stratégique que prévu, ou ah, et là on a plus rigolé que prévu. Je les adore, quoi. Ils sont vraiment incroyables. Ouais, je vois complètement le type de petites surprises et de perles que ça peut amener en fait sur ce genre de choses. Moi, j'ai un exemple en tête d'un jeu. Alors, c'est un ancien jeu qui s'appelle Elixir, que tu dois connaître, j'imagine. Ouais. Et en fait, je trouve que ce jeu, il était très bien sur la base du jeu, c'est-à-dire le fait de lancer des sorts et de lancer des sorts qui pourrissent un peu la partie ou le vécu du jeu des autres, parce que tu les obliges à parler avec le nez sur la main sur la tête ou un truc comme ça. Mais en fait, si tu poussais le jeu à son paroxysme de stratégie, c'est-à-dire de jouer vraiment des sorts qui étaient durs à lancer et qui te faisaient gagner la partie, en fait, le jeu, il perdait tout son fun. Et en fait, je me suis toujours posé la question de me dire, est-ce que, en fait, ce jeu est fait pour, par exemple, être très marrant et c'est comme ça qu'il doit être joué, ou est-ce qu'il a une notion à terme un peu stratégique et tu casses, du coup, cet effet un peu de fun et de cool qu'il y a autour de la table? Complètement. Et j'ai presque une réponse à ta question quand même, parce que je connais assez bien Juan Rodriguez, qui est un des deux auteurs, et c'est vraiment un type rigolo. Donc je pense que le connaissant, il l'aurait pas perçu, il l'aurait pas imaginé comme étant un truc un peu compétitif, stratégique, où on va essayer de lancer les pires sorts pour réussir à gagner. Mais ça, c'est vrai que c'est un truc auquel les joueurs, et notamment ceux qui donnent leur avis fort, se raccrochent régulièrement. Cette volonté d'avoir des trucs très stratégiques dans des jeux qui, des fois, en ont pas forcément la volonté. Sur Foufoufou, encore une fois comme exemple, on a été obligé à un moment de mettre dans les règles une petite phrase qui dit genre ne relisez pas toutes les cartes qui sont sur la table au début de votre tour, parce que pour nous c'était évident que si tu faisais ça tu t'amuses pas, et que ça va être chiant si quelqu'un passe 10 minutes à chaque tour à prendre le temps et joue vraiment très lentement, on rigole plus. Mais on a eu en festival des gens qui disaient ah non mais moi je veux gagner, donc en fait pour gagner je vais me concentrer, je vais redire tous les trucs et je vais jouer comme ça. Donc on a rajouté juste une petite phrase qui dit en gros jouez vite parce que ça sera plus rigolo. Et ça change tout, parce que maintenant s'il y a quelqu'un qui est un peu relou autour de la table, ses potes ils lui font joue plus vite, c'est dans les règles, t'es obligé de le faire. Et ça a vraiment rajouté, ça a enlevé cette possibilité de se dire je joue de manière stratégique et pas rigolote à un jeu qui est plus pensé pour être un vecteur d'ambiance auquel on se marre autour de la table. J'ai une règle de base qui était de dire arrêtez de vouloir biaiser le jeu ou de biaiser les règles, parce que c'est pas parce qu'une règle n'est pas notée qu'elle est réelle en fait, tu vois, ou qu'elle est attendue. Restez dans l'esprit du jeu, parce qu'en vrai c'est plus simple et c'est ce qui fait que tu t'amuses. Et c'est ça, pour raccrocher un peu sur notre sujet des tests, c'est un truc qui est à la fois bien et à la fois pas bien. C'est-à-dire que je pense à Mathieu Blaillot qui a cofondé, qui bosse avec l'équipe ludique, qui est un mec qui est extraordinaire, il fait vraiment des très bons retours, il est très sympa. C'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup. Mais s'il voit une petite faille dans ton jeu, je sais pas, un petit truc de stratégie que t'as pas prévu et dans lequel on peut s'engouffrer pour gagner la partie et faire plein de points, un truc qui est pas très robuste, ou si tu le fais trop de fois pendant la partie, t'auras pas assez de jetons pour aller jusqu'au bout, ce genre de petits détails, il va vraiment foncer dedans. Et c'est assez cool parce qu'il le fait plutôt avec de la bienveillance, pour te montrer qu'il y a un truc qui marche pas. Mais en même temps, c'est chiant parce que tu peux pas laisser passer le moindre petit truc sans qu'il le fasse pas, quoi. C'est vraiment le genre de mec qui démonte les portes dans les escape rooms. Et des testeurs comme ça, il en faut, parce que ça te permet de repérer éventuellement des bugs ou des trucs qui marchent pas comme ça devrait marcher. Et à la fois, il faut réussir à en avoir qui sont sympas, parce que si le retour à la fin c'est ouais, j'ai trouvé que le jeu il était nul parce que à chaque tour j'ai fait l'action prendre 5 points et puis j'ai gagné grâce à ça, c'est pas intéressant en termes de retour. Mais si tu vois qu'un joueur fait ça, tu te dis la prochaine partie, l'action prendre 5 points, ça sera prendre 3 points, et puis normalement ça devrait mieux marcher. Oui, en fait, ça te permet de niveler un peu le gameplay, entre guillemets, et de faire en sorte que tout le monde ait autant de chance et pas trouver, je crois que ça s'appelle ça un martingale, si j'ai pas de conneries. Ouais. Et c'est justement dans ce type de retour, parce que du coup, une fois que tu as fait toute ta digestion de retour là-dessus, c'est là où tu vas en fait essayer de trier positif, négatif de ce que tu as eu. Est-ce que tu as eu déjà des cas de jeux dans lesquels en fait tu as des améliorations? J'imagine que tu en as eu plein et grâce au retour de test, mais est-ce que tu as eu au contraire des trucs très négatifs? Alors pas forcément négatifs dans le sens c'était nul, mais négatif dans le sens merde, ça ne prend pas comme je le voulais, du coup on va vraiment tout changer sur les termes des mécaniques, on va voire même abandonner l'idée pendant un temps pour revenir plus tard et essayer de la processer différemment. Est-ce que tu as eu des trucs un peu à l'extrême, je veux dire, là-dessus? Ouais, clairement. Je pense que là, en parlant, le truc qui me vient le plus à l'esprit, c'est Sea of Clouds, mon deuxième jeu, qui est sorti chez Yellow, où je me souviens parfaitement d'une partie test, où à la fin, j'ai rangé le proto, et je pense que je l'ai pas sorti pendant bien 3 ou 4 mois, parce que
Ça s'était tellement mal passé, c'était tellement pas ce que j'avais envie, et les joueurs avaient fait des retours un peu, pour le coup, un peu cinglants, que à la fin j'étais dégoûté, j'avais plus envie de bosser dessus, quoi. Parce que le jeu marchait pas, et parce que le test s'était pas bien passé. Et j'ai des protos que j'ai arrêtés parce que au premier test, c'était clair que ça marchait pas comme ça devrait marcher, et que ça valait pas le coup d'aller plus loin. Alors souvent plus des tests tout seul pour le coup, parce que tu le repères quand même assez vite, mais il y a des jeux où au moment où j'ai commencé à découper les cartes et à les mettre sous les sleeves, en les slivant, j'étais genre ça a pas marché je crois, puis je faisais un demi-tour et je me disais ça marche pas, c'est nul. Et ça partait directement dans la pile des rebuts. D'accord, mais ça reste quand même dans un coin de la tête pour améliorer plus tard le truc au cas où. Ouais, il y a toujours une possibilité que plus tard tu te dises ah tiens, je repense à ce truc et en fait c'était bien, je peux le refaire ou je peux le modifier. Mais ça arrive pas toujours non plus. J'ai des trucs qui sont en pause. Alors on voit pas parce que c'est à l'audio, mais je fais des gros guillemets avec mes doigts. Mais j'ai des trucs qui sont en pause depuis une demi-éternité en me disant juste c'est en pause pour pas dire que c'est abandonné, mais je pense qu'en vrai c'est abandonné. Ok, on a notre proto, on a fait tous nos tests. On a digéré les retours, on a pris en compte ces retours en termes de verbal, non-verbal, mécanique de jeu, thème, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut améliorer. On fignole le jeu au maximum. À qui tu le fais tester? C'est-à-dire, tu le refais tester aux gens à qui ton premier, deuxième, troisième cercle, pour qu'eux, ils aient un gap entre le proto de base et ce qu'il est devenu sur sa 95%, 98% finalisé. En fait, la question, et deuxième question même, c'est vraiment comment t'es sûr en fait. Comment t'es sûr que c'est fini? Comment tu sais que tu dis ok là ça tourne, c'est vraiment le jeu que je veux présenter, c'est vraiment le jeu que j'aimerais dans sa version finale. Il y a un peu de trucs. Le premier c'est j'ai pas de table de test un peu finale où je me dis ok maintenant c'est canon, ça me plaît assez. Je vais faire jouer ces personnes-là parce que c'est eux qui vont un peu me valider. Souvent, c'est les mêmes testeurs, en fait, parce que c'est ceux que je vois régulièrement. Et c'est assez agréable pour les testeurs et c'est assez agréable pour moi qui voient aussi un peu l'évolution. Ce côté de « Ah, on a joué à la toute première version toute pérave, on joue à la version 25 qui est un peu cool. Ah, on joue à la version 40 qui est vraiment chouette. » C'est assez valorisant pour eux, c'est assez agréable de voir que leurs retours ont été pris en compte. Et moi, c'est agréable de leur montrer que j'ai un peu bossé et que ça a évolué dans le bon sens. Donc, j'ai pas vraiment ce moment où je me dis « Ok, ça, c'est le test final. » Et après, quand est-ce que je sais que c'est fini ? Il y a un espèce d'adage dans cette idée d'itération de je modifie, je teste, je remodifie, je teste. En fait, c'est jamais vraiment fini. Et c'est plus se dire, ok, là, je suis content de moi, je vais m'arrêter là. Mais jamais je me dis, le développement, il est arrivé à son terme, quoi. Dans tous les cas, il y aura toujours un petit truc que j'aurai envie de changer, un petit truc que j'aurai envie d'améliorer. Et je pense que jamais ça m'arrivera sur un jeu où je me dis pas, ah tiens, j'ai envie de retester pour voir si je peux pas modifier un peu ce petit truc, ou avec ça, ou tester une nouvelle route. Dans tous les cas, ça peut encore durer des tests et des tests et des versions et des versions. Et tu arrives à te motiver toi-même ou à te mettre un stop tout seul ou en co-autorat, de dire vous mettre un stop en disant ok stop, là c'est la deadline, on a fait assez de tests, on peut fignoler mais ça servira plus à rien ou alors ça sera juste de la virgule quoi. Ouais, c'est un peu ça. Au moment où tu te rends compte que tu as dans The Loop, qui est un jeu où il y a beaucoup d'effets, on a testé toutes les configs dans tous les sens, on a réfléchi chaque effet un par un, on les a réfléchis, on les a modifiés. Je pense qu'il y a certainement des effets qui sont pas parfaitement équilibrés, qui mériteraient de peut-être faire un tout petit truc en plus ou un tout petit truc en moins. Mais à ce stade-là, personne ne s'en rendra compte puisque personne fera suffisamment de parties pour que ça soit sûr et certain. Et le modifier, ça va être dépenser des centaines et des centaines d'heures pour modifier à 0,02%, améliorer le jeu à 0,02%. Par contre, ce moment-là, il est très très difficile à avoir en tête, en fait. Il est bizarre, j'en parlais aujourd'hui avec un jeune auteur, mais à la fois sur ce moment où on se dit « Ok, le jeu il est fini, il peut partir à l'impression », donc il a déjà trouvé un éditeur et c'est parti, mais aussi sur « Ok, maintenant mon jeu il est présentable à un éditeur », en fait c'est un espèce de truc un peu dans les tripes, quoi. Il y a un moment où je me dis ok, là c'est bien, je vais tourner ma vidéo de présentation. Spoiler alerte, on en parlera plus les prochaines fois, mais je fais des vidéos de présentation. Mais je vais tourner ma vidéo de présentation parce que je le sens, là, le jeu il est prêt, quoi. Et des fois c'est plus long, et des fois c'est plus court, et des fois j'ai plus testé, des fois j'ai moins testé. C'est vraiment au feeling pur et dur. Désolé si vous écoutez ça pour prendre des conseils, le conseil c'est ressentez le truc, quoi, qui est pas un vrai conseil. Mais vraiment il y a ce côté de, à un moment je me dis, maintenant c'est le moment, quoi. En fait, je pense que, tu penses que c'est pas un vrai conseil, mais je pense que c'est un vrai conseil. Le côté, en fait, ça revient à se dire, lancez-vous quand vous êtes sûr, parce qu'en vrai, si tu es pas sûr que c'est pas encore le bon moment, alors je pense que chacun a cette sensation, son propre ressenti du, là, je sais que j'ai l'impression d'être pas sûr parce que j'ai peur d'aller plus loin, ou j'ai l'impression que c'est pas sûr parce que c'est pas sûr du tout et je sens qu'il faut encore pousser le truc, quoi. Deux questions, allez, on arrive parce qu'on arrive sur la fin là, pas prévu du tout, mais qui me viennent un peu en tête. Un, c'est en moyenne, et je pense que tu vas me dire ça dépend du jeu, combien de parties tests sont faites
Genre, j'ai des auteurs qui m'ont dit, j'ai un Excel qui ont des Excel de centaines de parties faits avec plein de stats dans tous les sens, qui a gagné, combien de points d'écart, de machin, pour être sûr d'équilibrer le jeu. Mais combien? Est-ce que tu as une idée en tête de savoir combien de fois tu as fait tester un jeu pour dire ok, je sais que quand j'arrive à la 100e partie, je commence à être rodé et je commence à pouvoir me dire ok, le jeu il commence à finaliser ou pas du tout? Ça dépend. Mais genre vraiment, vraiment beaucoup. Et je pense qu'il n'y a pas de vraie recette. Il y a un vrai truc il y a une espèce de légende qui dit qu'il faut parfois faire des milliers de parties pour que ça vaille le coup. Et ça, je pense que c'est une légende. C'est-à-dire que je pense que tu peux faire un bon jeu, trouver un éditeur et qu'il soit édité en ayant joué 25-30 fois et c'est suffisant en fait. Et en même temps, il y a des jeux où il va falloir faire beaucoup, beaucoup plus de parties. Typiquement, moi je fais un peu des jeux pour enfants. Un jeu pour enfants, comme c'est souvent un jeu qui repose sur une méca, si elle marche, elle marche. Si elle marche pas, elle marche pas. Donc derrière, je vais faire quelques tests pour m'assurer qu'elle fonctionne bien, pour tester des petits trucs d'ergonomie, pour avoir bien le jeu dans les mains pour le présenter efficacement à l'éditeur. Mais je peux faire 10 parties et c'est suffisant en fait. À l'inverse, un jeu où il y a plein d'implications, je pense à The Loop parce que on en a beaucoup parlé et parce que c'est, j'en suis certain, le prototype auquel j'ai le plus joué de ma vie. Et sans avoir de tableau Excel, j'utilise l'excellente application, ce podcast n'est pas sponsorisé, BGStat pour faire les stats de mes jeux auxquels je joue. Et je rentre y compris les prototypes. Et donc je peux te dire que The Loop, j'ai fait 132 parties. J'ai joué pendant 63 heures à peu près, au total. Ça, c'est balèze. Mais c'est vraiment une petite anomalie par rapport à l'ensemble des jeux que j'ai pu faire dans ma carrière, quoi. C'est-à-dire que c'est celui auquel j'ai le plus joué, et c'est parce que on va croire que je fais de la pub, mais vraiment pas. En fait, j'aime vraiment beaucoup le jeu, donc j'étais assez content d'y jouer. Et parce qu'il fallait tester plein de configurations, plein de trucs, et donc il y a un moment où il a fallu enchaîner un peu les tests. Et la deuxième question, et c'est un peu... c'est sûrement une question bête, mais c'est le testeur parfait, c'est quoi? C'est-à-dire que la personne qui va donner tous les types de retours, qui va essayer de le plus franc possible, la personne qui va essayer d'analyser au mieux ton jeu, ou la personne qui pourra juste te dire non, là je me suis amusé, mais je me serais plus amusé si. Ça paraît bête comme question, mais je pense que pour les joueurs qui font beaucoup de proto, elle est dure en fait la limite de se dire j'ai été intéressant, j'ai été productif en termes de testeur et j'ai su donner une direction ou au moins une bonne indication de ce que j'avais. Qu'est-ce qui, en tant que toi, en tant que créateur, qu'est-ce qui te plaît le plus en termes de retour? La première réponse, c'est le meilleur testeur, c'est celui qui arrive à l'heure à la soirée test et qui a fait un gâteau pour la fin. Lui, c'est le parfait, quoi. Mais blague à part, j'ai pas trop d'attente sur mes testeurs, en fait. J'ai une attente de sincérité, donc je préfère le testeur qui va me dire un peu la vérité, quitte à ce que ça soit pas sympa, que celui qui me brosse dans le sens du poil, quoi. Ça sert à rien d'être gentil avec un auteur de jeu. S'il attend des retours, soyez gentil avec les auteurs de jeu dans l'absolu. Mais dans ce contexte-là, faut pas forcément le ménager. Mais ça sert à rien non plus d'inventer un retour ou d'aller chercher un truc au fin fond de la micro-analyse alors que t'as rien à dire, quoi. Il y a vraiment ce côté sincère en fait dis ce que t'as envie de dire et c'est déjà très bien. Et avec un aspect encore une fois, moi je vais vachement plus apprendre en ayant regardé les joueurs jouer qu'en discutant avec eux à la fin. Donc des fois j'ai des testeurs qui disent j'ai rien à dire, je crois, ça m'a plu, j'ai passé un bon moment, ou pas d'ailleurs. Et en fait, c'est amplement suffisant parce que moi, je les ai vus jouer pendant une demi-heure, j'ai un peu observé ce qui s'était passé, j'ai vu un peu le non-verbal, et ça m'a suffi pour avoir des bons trucs. Donc c'est vraiment, il y a pas de, c'est pas vraiment une mission en fait d'être testeur. Donc vivez le truc bien, soyez sympa et soyez motivé, et c'est déjà génial en fait. Je crois que le mot-clé, ce sera bienveillance sur les retours en général. Ouais, c'est ça. Écoute, on arrive à la fin de cette émission. Je pense qu'on a potassé un peu le coup de la digestion et du retour des derniers tests. Si je résume un peu les choses rapidement, mais je crois que tu l'as très bien fait juste à l'instant, c'est effectivement pas prendre les retours à chaud, parce que c'est un truc qui peut parfois générer des situations ou des modifications qui sont pas contrôlées, je veux dire plus émotionnelles que rationnelles en tout cas. Essayer de plus regarder les joueurs sans interagir avec eux, parce que c'est ce qui permet en fait d'avoir le jeu déjà en en début de vie réel, c'est-à-dire de se rendre compte de l'ambiance qu'il peut y avoir autour de la table et de ce qu'il est censé être amené et est-ce qu'il amène la bonne chose. Pas prendre en compte forcément un meilleur retour qu'un autre en termes de professionnalisme. On disait, je parlais tout à l'heure, au tout début d'un joueur par rapport à un éditeur par exemple, et essayer de sentir un peu quand est-ce qu'on arrive à la fin et faire les 99% du jeu, c'est bien en un certain temps, mais pas passer autant de temps à essayer de finaliser le dernier pourcent, parce qu'il servira plus à rien et il changera pas grand-chose au jeu. Ouais, c'est bien résumé. Ça m'a fait penser à une anecdote. Alors du coup, je remets une couche d'anecdote.
Mais c'était sur le festival de Cannes où on discutait avec un auteur qui avait ce retour extrêmement sincère. Donc vraiment, l'idée, c'est pas de se moquer de lui, mais qui nous disait « Ah, je suis un peu embêté parce que j'ai beaucoup fait de festivals et j'ai fait beaucoup tourner mon proto. Et à chaque fois, les gens, ils le trouvent génial, tout le monde adore. Et pourtant, à chaque fois que je le présente à un éditeur, il n'a pas envie de le faire. » Et il était un peu perdu face à cette espèce de dichotomie entre les joueurs s'amusent de ouf, mais pourtant les éditeurs ils me disent que c'est pas suffisamment bon pour être édité. Et il y a vraiment ce truc quand même à garder en tête que jouer à des jeux c'est bien. Généralement on s'amuse dans tous les cas quoi. En fait c'est toujours passer un bon moment. Donc notamment sur des gens qu'on connaît pas, les retours et les gens assez naturellement ils sont bienveillants. Ils vont être plutôt positifs et ils vont être plutôt chouettes parce que les gens ils auront passé un bon moment parce que sauf si le jeu est complètement raté, ce qui arrive quand même pas si souvent que ça, normalement on va passer un moment qui sera divertissant et les gens ils seront bien marrés donc ils vont faire des super retours. Là où par contre les professionnels vont, et là ça c'est bien parce que ça nous fera presque un bras tendu sur la suite et sur le prochain épisode, mais là où les professionnels vont faire des retours qui seront plus sur une volonté d'édition à la fin, et donc c'est pas parce que tout le monde s'amuse quand on joue à ton jeu que ça va être facile de trouver un éditeur. Et je pense que tu fais très bien la transition. Là, on part d'un proto, donc d'un truc qui est censé trouver déjà son public, mais assez sur le côté un peu mercantile de la chose, commercial même de la chose. Effectivement, c'est une autre paire de manches, et ça, c'est surtout plus le même métier presque. Ça change du tout au tout. Ouais. Et effectivement, c'est ce qu'on va amener sur le prochain épisode, c'est être sûr de soi, de son jeu, au point de pouvoir se lancer chez un éditeur et de pouvoir le présenter. Et c'est toi qui as mis ça, donc en vrai, ça marche très bien, je sais. Il y aura plein de choses à dire. Ok Théo, je te remercie encore une fois, 1000 fois même, pour ton temps et ta bienveillance sur ce sujet. C'est moi qui te remercie 1000 fois pour ta motive et pour le fait qu'on fasse un truc chouette ensemble. Eh ben écoute, c'est un plaisir extrêmement partagé, ça c'est sûr. On se retrouve là dans un prochain épisode sur 6388. N'hésitez pas à partager cet épisode, à nous faire vos retours, si vous aimez pas, quel sujet on n'a pas assez approfondi, qu'est-ce que vous voulez qu'on aborde ou que Théo puisse aborder, soit en anecdote, soit en précision sur la création elle-même. Encore une fois, comme le disait Théo, avoir des retours, c'est ce qu'il y a de mieux dans toute création, donc c'est toujours le plus agréable, donc n'hésitez surtout pas. On se retrouve à la prochaine. Ouais, c'est bien, on se retrouve à la prochaine, ça c'est sûr. Ok, allez, Salut. ciao.